là-dessus. On est très heureux de vous écouter. Merci de me donner la parole et permettez-moi tout d'abord, en avant-propos, de remercier mon maître Philippe Merloz ici présent et de répondre à notre père qu'en effet nous utilisons l'art numérique pour pouvoir implanter les vis pédiculaires et ce depuis le 5 mars 1995 à Grenoble, une autre innovation française. Aujourd'hui, cette présentation se fait dans la continuité de cette innovation. Il s'agit plutôt de vous donner une actualité de ce que nous avons développé à Grenoble et de ce qui se fait dans le monde sur l'apport de l'imagerie en orthopédie. Donc en fait, si on commence à regarder la littérature, on se rend compte que ça commence dans les années 80 avec la chirurgie vasculaire tout d'abord, puis l'urologie et la neurochirurgie en 1987. Puis petit à petit, on arrive dans le dur avec la maxillofaciale, l'orthopédie, l'ORL, puis la traumatologie. En 2017, on a 421 publications référencées Medline. Donc on est quand même dans une démarche de développement qui ne s'arrête plus. Et ce développement est dû à des développements techniques qui sont tout d'abord le développement du cone beam avec la réduction de l'irradiation par la collimation, puis le développement du détecteur plan qui va permettre de modifier l'image, on va voir, et puis le développement des scanners intraopératoires avec le RAM à partir de 2005. Et vous voyez que chaque fois vous avez un petit rebond dans les publications, juste après la découverte, vous avez le petit rebond qui note que devant ces développements médicaux, on a toujours l'industrie et l'innovation physique qui se pointent. Donc quels sont les principes techniques depuis la première radiographie réalisée par Roentgen en 1895? C'est le cone beam. Le cone beam, c'est celui qui s'est développé à partir de la tomographie, c'est-à-dire plutôt que de faire glisser deux panneaux parallèlement, on les fait tourner. Et c'est d'abord la dentisterie qui en profite avec ces magnifiques panoramiques dentaires que nous avons tous eu, je le pense. Le problème, c'est que ça déforme l'image et que cette image, elle est en fait en parabole. Et donc, si on veut l'utiliser à des fins mathématiques, il va falloir la réaplatir et la modifier. Pour cela, au moment de sa saisie, il faut avoir inclus à l'intérieur des billes qui sont portées par une mire. Et ça a donné les premières publications sur la fluoronavigation. Et puis apparaissent les détecteurs plans qui vont permettre de numériser à la source les photons dans chaque pixel avec une correction de cette image numérisée. Et là, nous devons saluer une innovation française qui est un groupement de plusieurs sociétés qui est placé en Isère, à Moiran, qui ont développé ces flat panels qui sont en fait des scintillateurs plans qui numérise à la source chaque photon sur ces petits carrés, vous voyez, électromagnétiques, qui vont ensuite permettre d'avoir une image qu'on va pouvoir réaplatir. Ça donne naissance à l'idée que nous pourrions peut-être avoir un élément mobile qu'on pourrait déplacer dans les blocs opératoires, donc qui serait beaucoup plus léger, à partir de ces cone beams. Et nous avons ainsi développé à Grenoble, avec le laboratoire TIMC, ce projet MI3 qui n'a pas eu de finalité commerciale, mais qui maintenant est largement diffusé dans son concept par de très nombreux constructeurs dans le monde. Le principe, c'est ce qu'on appelle le CBCT, c'est-à-dire le Cone Beam CT, Computer Tomography, à opposer au Multislice CT, qui est le scanner que l'on connaît. Donc il s'agit de saisir l'image, contrairement à saisir des rayons d'image ou des hélices d'image. Alors d'emblée, on va expliquer que c'est très différent, ce MSCT, donc le scanner de tous les jours, on va dire, et le CBCT avec le flat panel qu'on peut utiliser dans les blocs. Donc le MSCT est très volumineux, il est aussi irradiant, puisque pour un MSCT céphalique, vous voyez, on va jusqu'à 21 millisieverts, alors que pour la même vision CBCT, on va aller jusqu'à seulement 1 millisievert. Par contre, il y a un reward, c'est qu'on ne peut pas avoir une aussi bonne résolution. Ainsi, vous voyez sur ces images, ici vous avez un scanner traditionnel et ici le CBCT qui montre, vous voyez, un certain floutage, une dispersion de l'image.
il y a en effet moins de densité de pixels. Toutefois, cela n'empêche pas de pouvoir naviguer. Et vous voyez ici sur un scanner, enfin un CBCT fait dans notre bloc opératoire, la qualité de l'image qui nous permet toutefois de suivre la progression d'un trocar pour réaliser ici une implantation pédiculaire. Ça va non seulement permettre d'autoriser la navigation, mais aussi la robotique. Alors voilà ce qui se passe sur le marché actuellement. Il y a eu plusieurs générations. Il y a une génération, disons, depuis 2005, et puis une nouvelle génération. Vous voyez que les machines sont de plus en plus légères, de plus en plus petites, ce qui va favoriser leur pénétration dans les blocs opératoires de manière de plus en plus intense. Ici, à Grenoble, on a développé le Surgivisio, qui est une machine, vous voyez, qui ressemble à un scie-arme de bloc, tout à fait classique. Et puis voilà BrainLab qui sort depuis un mois un nouveau scanner CBCT qui va permettre d'être encore plus léger pour avoir un champ encore plus large. Les MSCT ont aussi tenté de rentrer dans les blocs opératoires. Ils ne sont pas forcément bien accueillis en orthopédie parce qu'on a un champ quand même qui est assez réduit, c'est tout de même assez gros et ça nous empêche une mobilisation de nos gestes pendant la chirurgie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va pouvoir naviguer. Donc voilà les travaux de Grenoble qui vous ont été largement présentés par le professeur Merloz, en particulier lors du centenaire de la Sofcote. Donc il s'agit de faire un scanner préopératoire, puis de faire un matching à foyer ouvert, c'est-à-dire on ouvre le patient, on palpe l'arc postérieur de la vertèbre et on le met en correspondance avec le scanner qui a été fait. Puis ensuite on navigue avec, vous voyez, autrefois des caméras qui étaient un petit peu volumineuses, mais ça permet d'avoir une très très bonne chirurgie avec une très très bonne précision pour tomber à 98% de vis qui sont mises de manière strictement intra-osseuse, donc des taux jamais obtenus jusque-là. La navigation avec le CBCT nous dispense du scanner préopératoire. On peut faire réaliser le scanner pendant l'opération. Vous voyez ici le balayage qui est effectué sur le patient avec la saisie des images. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a une petite mire qui nous permet de numériser image par image le volume osseux. Ce qui fait que nous allons pouvoir transférer immédiatement ce volume sur la navigation péropératoire. Vous voyez ce petit papillon ici qui est placé sur le patient. On va ensuite le remplacer par un phénomène d'aimant avec un référentiel de navigation, et le chirurgien va instantanément pouvoir naviguer dans les images qu'il a à l'écran, selon deux plans ou des plans qu'il a sélectionnés, pour pouvoir implanter ici un trocar assez convergent en zone thoracique, voire en thoracique haut, et nous allons voir, il y a également des applications sous-occipitales, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement entre les différents fabricants? Et c'est là que c'est assez compliqué pour nous les chirurgiens parce qu'on n'a pas vraiment une formation, disons, technologique ou radiologique. On utilise tous les rayons mais sans vraiment toujours en avoir les tenants aboutissants. Ce qui se passe lorsqu'on navigue avec un scanner péropératoire, on a l'image qui est saisie dans le référentiel, qui est envoyé sur la machine, puis l'instrument qui va sur le référentiel, et c'est le référentiel qui va faire le lien entre les deux volumes. Ce qui se passe, c'est que là, il y a une séparation des deux étapes. D'abord, on saisit l'ensemble du volume, ensuite on saisit l'instrument et on le calibre. Alors, lorsqu'on utilise cette innovation française, on va simplement saisir image par image la position spatiale du volume et ensuite transférer ça directement sur des implants qui sont précalibrés. Donc on va gagner en précision, il y a moins de possibilités d'erreur et puis surtout en rapidité, ce qui rend cette machine beaucoup plus accueillante parce qu'un des problèmes de la navigation, c'est d'augmenter le temps opératoire, certes pour du mieux, mais quand on sait ce que sont les contaminations bactériennes lorsqu'on laisse un champ longtemps ouvert, c'est quand même assez néfaste. Donc ça nous permet d'approcher d'un but un petit peu plus sympathique. Donc alors des systèmes de navigation, il y en a plein, hein, tout le monde en fait. Les leaders du marché sont Medtronic, BrainLab et Stryker. Et c'est un marché qui est en expansion. Donc comme l'a été aussi la chirurgie du rachis à une époque, on a une poussée de l'industrie vers ces équipements qui est actuellement palpable.
Ça, c'était pour la navigation. Voyons la robotique. Alors, la robotique, c'est des systèmes qui vont soit positionner des outils, comme le petit robot Mazor, qui nous vient d'Israël, ou bien qui vont nous permettre de faire des fraisages sous contrôle. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est porté par un bras robotisé. On a décidé de réaliser par exemple un resurfaçage unicompartimental du genou. On va avoir une possibilité d'avancer avec la machine, mais dès qu'on ira dans un secteur qui n'est pas choisi par le chirurgien, le bras va vous freiner et va vous empêcher de faire une grosse erreur. Donc, gros intérêt, en particulier pour un apprentissage, une fiabilisation. Ici, c'était le robot Mako de Stryker. Alors les robots, il y en a plein aussi. Il y en a un qui est très connu, c'est le robot Rosa, qui est développé dans le sud de la France, qui est surtout utilisé par les neurochirurgiens, qui vient d'être acheté par la société Zimmer, qui essaye absolument de se positionner sur ce marché. Et puis le e-block de Praxim, utilisé dans les genoux, qui a essayé de développer à Grenoble. Donc, que savent faire ces robots? Ils savent faire des trajectoires linéaires, hein, donc c'est essentiellement des visées pédiculaires, de la stéréotaxie pour les neurochirurgiens. On peut faire des prothèses de genoux unies ou totales, avec le e-block, le Mako, ou des trajectoires complexes, et là, il y a des développements qui sont à faire. Alors, qu'est-ce qui est validé actuellement? Je vais passer assez rapidement, depuis les premiers pionniers, ici, avec le professeur Merloz. Nous avons une acquisition de précision, donc qui a été validée depuis 2016, avec, vous voyez, des papiers qui sont de plus en plus récents. On a un gain de temps avec une diminution de la durée opératoire pour ce qui concerne le rachis d'environ 20 minutes, et surtout une augmentation de la prévisibilité. C'est-à-dire, si vous êtes tombé sur un rachis très déformé, vous avez du mal à mettre votre vis, ça peut prendre du temps. Je sais que dans la salle, nous avons des champions de la visée pédiculaire à main levée, mais cela peut avoir de grandes difficultés, surtout pour un jeune qui débute. Donc là, on va essayer, on va fiabiliser un peu la technique, et on va diminuer les temps un peu longs. Ça a été validé en traumatologie, ça a été validé pour le dégénératif scoliotique, avec en particulier Wolf, qui a publié dans le journal RCO. Et puis pour le dégénératif mini-invasif, et là c'est la grande différence, c'est qu'on n'a plus besoin forcément d'ouvrir lorsqu'on veut faire des gestes qui sont assez courts. Je pense en particulier à toutes ces arthrodèses suspendues de type TELIF, c'est-à-dire fusion transforaminale, où là on peut simplement mettre deux vis d'un côté, aborder le foramen en réséquant le massif articulaire de l'autre, et puis être parfaitement centré sur sa trajectoire, et là vraiment on va gagner du temps. Au niveau des membres, ce sont les fractures qui ont tout d'abord bénéficié de cette validation. Et on a pu montrer qu'on diminuait le nombre de reprises chirurgicales. Alors ça, c'est un élément important parce que c'est une des rares choses qu'on peut évaluer sur le plan financier et économique. Le temps opératoire est en fait augmenté puisque vous êtes amené à reprendre pendant l'opération vos patients parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez mal mis votre vis, que vous aviez mal réduit, et c'est en particulièrement vrai pour les fractures de l'acétabulum. On a l'utilisation d'un no-arm sur Paris là, pour faire les fractures de l'acétabulum avec beaucoup de bonheur. Le principe, c'est voilà l'évaluation de Baizman qui a montré que lorsqu'il faisait une simple contrôle fluoroscopique, il lui restait encore 17% de reprises à faire parce que la fluoroscopie ne lui avait pas permis de parfaitement contrôler la position de son implant. Et que lorsqu'il faisait, après un contrôle fluoroscopique jugé satisfaisant, un scanner, il se rendait compte qu'il était obligé de reprendre ses patients. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des choses qu'on peut quantifier, c'est en particulier la reprise chirurgicale. Quand on réalise la traumatologie, maintenant de plus en plus percutanée, comme par exemple les vissages iliosacrés, de temps en temps, la vis n'est pas mise vraiment au bon endroit. Si on a un scanner 3D péropératoire, on va le savoir tout de suite et on va guider notre geste avec moins de reprises. C'est donc quelque chose qui cette fois-ci, peut commencer à se quantifier, on va en parler tout à l'heure. Donc la validation, elle s'est faite sur les fractures de membres, mais aussi sur l'orthopédie, avec les ostéotomies acétabulaires, les calvicieux, et puis maintenant, depuis 2 ans environ, l'apparition des robots. Alors, mieux mettre en place les prothèses, on n'a pas réussi à montrer que la survie était meilleure.
On sait simplement que notre plateau tibial est mis au moins comme on voulait le mettre, sans savoir si vraiment ça amène quelque chose au patient, mais au moins on a pu faire ce qu'on voulait. C'est un petit peu ce qu'on attend. Alors par contre, le retour, c'est l'irradiation. Qu'est-ce qu'il en est de cette irradiation? Parce que c'est là où nous, on n'est pas très au point. Donc quand on irradie quelqu'un, il y a des effets prévus, déterministes. C'est la stérilité, par exemple, pour 2,5 Gray, 6 Gray, et qui sont définitifs, par exemple, pour une femme. Ensuite, il y a les effets stochastiques, c'est-à-dire qu'un body scanner peut déclencher un cancer à raison de 1 cas sur 340. Donc là, par contre, c'est une valeur seuil. On n'a absolument aucune corrélation linéaire qu'on puisse appliquer. Donc il y a des recommandations internationales et tout ça c'est cadré, hein, vous imaginez, donc par la Commission internationale de radioprotection qui en fait nous permet d'aller loin dans l'irradiation à condition que cela soit justifié, à condition qu'on ait montré qu'on a voulu optimiser cette irradiation et qu'on a respecté les niveaux de référence diagnostique. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très nouveau qui vient d'apparaître, c'est appliqué depuis le 1er juillet 2009, c'est qu'en fait, pour une vertébroplastie et pour les gestes assistés par ordinateur et les gestes irradiants, on a des recommandations qu'il faut peut-être dépasser, mais au moins il faut en être au courant. Et là, on se rend compte que c'est assez bas et que finalement, pour une vertébroplastie, lorsqu'on a 12,6 millisieverts d'irradiation, on est hors recommandation. Alors qu'est-ce qui se passe dans la littérature? Dans la littérature, on se rend compte que par exemple pour un scanner, un MSCT Aero, qui vient d'être acheté par Zimmer, on a déjà atteint 15,6 millisieverts. Donc on a déjà dépassé l'irradiation. Alors que si on fait un CBCT, on est seulement à 3,52. Donc là, il y a des choix à faire maintenant vis-à-vis de cette irradiation et des connaissances à avoir. Et globalement, on peut dire que 3 CBCT, c'est-à-dire cone beam, sont équivalents à un MSCT, c'est-à-dire un scanner traditionnel. Donc il y a un article très intéressant qui vient de sortir de mise au point sur 41 articles. L'auteur a relevé une série où en fait pour faire des vertébroplasties ou des trajectoires pédiculaires, on avait une irradiation de 0,26 millisieverts lorsqu'on utilisait la fluoro 2D. Donc ce qu'on fait actuellement dans tous les blocs de France, c'est-à-dire mettre des vis, faire des vertébroplasties sous fluoroscopie, on est hors recommandation. Ça veut dire qu'il risque d'avoir une incitation forte pour pouvoir acquérir maintenant ces machines, puisqu'il y a des possibilités d'avoir moins. Donc là, la problématique, elle n'est pas seulement d'avoir un petit gadget fancy. Il va falloir avoir quelque chose qui est dans la loi. Alors, optimiser, ça veut dire aussi avoir parfois une moins bonne image. Donc on peut accepter d'avoir une moins bonne image à condition qu'on puisse faire ce qu'on veut dedans. Et donc il y a une espèce de rapport qui s'appelle le CNR, qui est le rapport entre le contraste, le bruit. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de contraste et peu de bruit, ou beaucoup de bruit, peu de contraste. L'essentiel, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Et on se rend compte que pour faire ce qu'on veut, le CBCT nous donne une irradiation vis-à-vis de l'os à 0,10 millisieverts, alors qu'un MSCT, sur une dose céphalique comparable donc à celle-là, c'est 2 millisieverts. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc l'optimisation, c'est aussi l'optimisation des machines sur le plan technique. Donc, quelle doit être l'adaptation de l'environnement quand on acquiert ces machines? Bon, il faut respecter la décision de l'ASN de 2017. Donc, il faut avoir une paroi plombée de 2 mm. Il faut avoir un plan affiché dans la salle pour savoir où sont les zones surveillées, où sont les zones contrôlées, où sont les zones spécialement réglementées. Donc, il y a une terminologie qui est très précise. Il y a aussi une signalisation lumineuse à avoir, etc. Et puis, sur le plan plus pratique, il faut que la dalle puisse supporter, par exemple, une machine qui fait 1 tonne, parce qu'un O-arm, ça pèse 1 tonne. Il faut pouvoir avoir des portes assez hautes pour pouvoir le manipuler. Et puis, il y a les équipements corollaires, parce que ce n'est pas que la machine. Il faut aussi avoir la table, avec des longerons, vous voyez ici, qui sont en carbone, complètement radiotransparente. Et puis éventuellement, il faut acheter la navigation si elle n'est pas vendue avec. Ça, on ne le dit pas tout de suite éventuellement. Donc c'est très important d'avoir une machine qui peut vous faire le plus de choses possible.
Et maintenant, le coût de l'investissement est-il rentable? Vous voyez que la machine au arm Medtronic, c'est quand même $1 million. Donc ça sort pas, on le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc ça demande de monter des plans. Donc il faut des arguments pour les financeurs. Il faut arriver à les motiver. Pour les motiver, on essaye de s'appuyer sur la littérature, mais il n'y a pas grand-chose. Le travail le mieux fait, c'est celui qui vient de Vancouver, au Canada, où en fait, sur un coût d'acquisition du O-arm, ils ont compté que lorsqu'on avait une reprise chirurgicale, on dépensait $12 618. Et donc, si on voulait, à partir de ce chiffre, amortir l'achat du O-arm, il fallait faire 255 procédures annuelles pendant 7 ans, pour pouvoir dire j'ai amorti la machine. Donc en 7 ans, vous imaginez bien que la technologie aura évolué et que donc ça sera différent. Ah, oui. Donc il y a une autre étude qui est intéressante qui montre que l'achat d'un CBCT par rapport au scanner préopératoire ne montre aucune différence. C'est-à-dire sur 875 patients qui ont été appareillés en utilisant soit une technique préopératoire de navigation avec un CT préopératoire, soit le CBCT intraopératoire, il n'y avait pas de différence. Donc ça veut dire que ceux qui naviguent en préopératoire, s'ils achètent, quand ils renouvellent le matériel, s'ils achètent un CBCT, ils auront gagné. Donc en conclusion, faites vos choix, il faut déterminer l'application finale et le partage entre les pédiatres qui sont très friands de cette diminution de l'irradiation, les neurochirurgiens pour la précision en particulier crânienne, la traumatologie pour le fait de ne pas reprendre les interventions et l'implantologie si on arrive à montrer que c'est mieux pour le patient. Le CBCT, c'est pratiquement, pour nous, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est mobile en particulier, la mobilité de l'engin est très importante. Par contre, au moment du choix, il faut avoir une compatibilité absolue entre la navigation et la robotique, parce que c'est là que tout le monde va. Et ce qu'il faut faire attention, c'est ce qui est insidieux et par-dessous, c'est-à-dire, par exemple, le marché captif de l'implant. Ça, c'est un plan qu'on peut discuter ici, mais typiquement, je pense qu'il n'y a pas de représentant de Medtronic, mais où il y a peut-être des consultants, mais Medtronic, par exemple, vend un O-arm, vous pouvez mettre que des vis Medtronic avec. Donc ça, c'est embêtant parce que ça, pour eux, c'est un marché, c'est comme une rente SFR, vous voyez. Vous avez le portable et là, vous avez pendant 2 ans, vous devez payer les implants que vous mettez. Donc eux, c'est comme ça qu'ils calculent leur truc. Donc ils devraient au moins vous faire baisser le prix d'achat de l'implant. C'est ce que fait Stryker, par exemple, avec Mako. Donc ensuite, il faut penser à budgéter la table à navigation et le manip radio. J'ai un collègue qui a acheté une machine et puis sa clinique ne veut pas acheter la table. Donc il a la machine dans le placard, il n'a pas la table. Donc c'est pas possible. Et ensuite, on n'a aucune preuve économique. Ça, c'est bien sûr. Dès qu'on discute avec des financiers, on n'a pas de preuve économique. Mais attention, ça va s'imposer à nous du fait de la réglementation et aussi de la pratique sereine. C'est-à-dire que les gens très très bien formés, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, si on veut rentrer dans les phénomènes d'assurance, etc., le fait d'avoir cette obligation de moyens, ça peut devenir quelque chose d'important. En tout cas, pour la pratique quotidienne, c'est quelque chose qui amène beaucoup de sérénité. Quand vous allez faire un mini abord un peu difficile, etc., vous allez diminuer le temps opératoire et vous êtes beaucoup plus calme. Voilà, donc je suis très content de participer à cette séance. Donc c'est un peu un cocorico national. Tout le monde participe à ça. Donc c'est le laboratoire Team C, donc c'est la faculté, l'université de Grenoble. La région aura également beaucoup participé à ce travail. C'est soutenu par les investisseurs, bien sûr institutionnels, mais de plus en plus privés. C'est-à-dire que les gens mettent des sous là-dessus parce qu'ils voient un vrai développement. Et je suis aussi là en tant que consultant sur G-Visio puisque j'ai participé au développement de cette machine et j'essaye de la valoriser.